Lorsque le Dr Hadjout nous a contactés, nous avons proposé ce thème, tout simplement parce que c'est un thème peut-être de spécialité, mais le début commence par le médecin généraliste. Et beaucoup de patients errent justement de médecin en médecin avant que le diagnostic ne soit posé. Ça erre entre le gynécologue, l'obstétricien, le généraliste, l'interniste, le rhumatologue, donc par rapport aux manifestations cliniques que va poser ce diagnostic. Et donc le syndrome des anticorps antiphospholipides, lumière s'il vous plaît, on peut éteindre. Donc c'est une thrombophilie dite acquise. Elle touche principalement donc les sujets jeunes, dans près de 20% des cas, qui présentent une maladie thromboembolique ou parfois des accidents vasculaires, principalement ischémiques, qui surviennent chez le sujet jeune. Il s'agit donc d'une entité qui a été individualisée assez récemment, donc 1985, c'est pas très loin, par un certain Hughes. C'est d'ailleurs le syndrome primaire s'appelle syndrome de Hughes. Et depuis, de nombreuses classifications, de nombreux critères de classification ont été établis au fur et à mesure, en commençant donc par les critères de Sapporo, qui ont été révisés par les critères de Sydney. Il s'agit donc d'une entité clinico-biologique, c'est-à-dire où il y a une une manifestation thrombotique et ou complications obstétricales, et auquel va se surajouter un élément biologique qui est la présence de l'anticorps antiphospholipide, mais qui doit être persistant pendant au moins 12 qui doit être persistant au-delà de 12 semaines. Alors les critères diagnostiques sont, comme vous le voyez, donc au moins un épisode de thrombose veineuse ou parfois ça peut être les deux, artérielle, une complication obstétricale qui comprend les trois éléments que nous citons, au moins donc une mort fœtale inexpliquée au-delà de la 10e semaine d'aménorrhée, au moins 3 fausses couches spontanées consécutives à moins de 10 semaines, donc les ABRT précoces, ou une naissance prématurée qui a été provoquée soit par une éclampsie, une prééclampsie ou tout ce qui est en rapport avec une insuffisance placentaire. Et à ce critère clinique va se rajouter un critère biologique qui, comme on vous le dit encore une fois, qui doit être présent au moins pendant 12 semaines. Ça peut être un test, donc un allongement d'un test de la coagulation que vous pouvez retrouver au cours de votre bilan préopératoire, tout simplement, un TCA allongé, spontanément allongé, et qui va être, bien sûr, précisé par un test d'hémostase qui va montrer ce qu'on appelle un anticoagulant circulant de type lupus ou lupus anticoagulant. Vous avez également des tests immunologiques qui sont la présence de l'anticorps anticardiolipine ou l'anticorps anti-bêta-2-GP1 qui sont faits et qui sont détectés par un test ELISA. À partir de là, on va poser le diagnostic d'un SAPL selon les critères de Sydney, avec la présence d'au moins un critère clinique et un critère biologique. Alors, on peut avoir donc le SAPL qui est dit isolé, ou SAPL primaire ou syndrome de Hughes du nom de son inventeur, et le SAPL associé, qu'on préfère secondaire, c'est-à-dire qu'il est associé à une pathologie, le plus souvent une maladie auto-immune, en chef de file le lupus érythémateux systémique, mais il peut être aussi associé à d'autres pathologies, d'autres maladies auto-immunes, auto-inflammatoires, à des vascularites, pour lesquelles donc on peut retrouver un anticorps antiphospholipide associé. Et sur le plan biologique, donc on va voir une classification des patients sur le plan biologique où nous allons retrouver deux types, le type 1 et 3 sous-types. Le type 1 où on a la présence d'au moins de critères biologiques et la plupart du temps c'est la triple positivité. Et le type 2, c'est la présence d'un seul critère et en fonction du critère présent, c'est-à-dire ou le lupus anticoagulant ou l'anticardiolipine ou l'anti-bêta-2-GP1, vous aurez respectivement le type 2A, 2B et 2C. Ça, c'est une classification biologique. Sur le plan clinique, il y a une grande hétérogénéité clinique au cours du syndrome des anticorps antiphospholipides. Ça se manifeste principalement donc, par les manifestations thrombotiques dont on a déjà parlé.
Ça peut se manifester également par, hélas, une complication majeure de ce syndrome qui est le syndrome catastrophique des antiphospholipides ou le CAPS, et parfois on peut avoir des manifestations non thrombotiques. Alors, concernant les manifestations thrombotiques, là aussi on va séparer ou classer nos patients en 3 sous-groupes. Les manifestations thrombotiques veineuses et qu'on appellera le SAPL veineux, le SAPL artériel lorsque les manifestations sont artérielles, et le SAPL obstétrical. Alors, concernant les manifestations de thrombose, il faut savoir que pratiquement là où il y a un vaisseau, ce vaisseau peut être thrombosé, qu'il soit veineux ou qu'il soit artériel. La plupart des thromboses qu'on rencontre, l'entrée dans la maladie, c'est les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs ou autres, mais il faut savoir que tout vaisseau peut être thrombosé, qu'il soit veineux ou qu'il soit artériel. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est la présence justement de ces thromboses dans ce qu'on appelle de sièges inhabituels. Une thrombose veineuse cérébrale, une thrombose des veines susépatiques, une thrombose par exemple du membre supérieur. Et bien sûr, après avoir éliminé une cause locale, par exemple pour le membre supérieur, si c'est un patient qui est sous chimiothérapie, qui a une chambre implantable, donc c'est un terrain favorable pour une thrombose veineuse. Donc si on n'a pas toutes ces raisons, il faut penser au syndrome des anticorps antiphospholipides. Le SAPL obstétrical, c'est comme les critères, on vous les a rapportés, donc c'est au moins la présence de 3 fausses couches, de 3 ABRT dits précoces, c'est-à-dire avant la 10e semaine d'aménorrhée. C'est lorsqu'il y a une mort fœtale ou un ABRT, on peut dire un ABRT tardif, en général c'est au-delà de la 10e semaine, et lorsqu'il y a un accouchement prématuré, avant la 34e semaine, surtout lorsque cette prématurité est liée à une insuffisance placentaire, à une éclampsie, à une prééclampsie, ou lorsqu'il y a un retard de croissance intra-utérin. Il faut savoir que le SAPL obstétrical, malheureusement, il peut se compliquer lorsque le malade est déjà connu porteur d'un syndrome des antiphospholipides, et parfois c'est l'entrée dans la maladie par des complications qui sont principalement l'HRP, l'hématome rétroplacentaire, le HELP syndrome, ou parfois carrément les multiples complications, les multiples thromboses qui rentrent dans le cadre du syndrome catastrophique. Le pronostic donc de ce SAPL obstétrical est très important à connaître parce qu'il dépend exclusivement d'une très bonne prise en charge, d'une bonne éducation thérapeutique du patient, qui va vous permettre de limiter au maximum les complications du SAPL obstétrical, et ceci par une prise en charge multidisciplinaire en milieu spécialisé, et surtout la consultation conceptionnelle, c'est-à-dire que c'est un bébé qui se fait à 3 et principalement décidé par le médecin. Alors le SAPL obstétrical également, on peut, une fois qu'on a conclu, qu'on a trouvé le syndrome des anticorps antiphospholipides lié à des manifestations obstétricales, une surveillance mensuelle est obligatoire avec la recherche. Cette surveillance va être rapprochée à l'approche du terme et par une observation clinique, biologique et surtout échographique, écho-doppler, qui va vous permettre, avec visualisation donc, du doppler utérin et des doppler des artères ombilicales, qui va vous permettre de retrouver cette notion de notch qui sont des incisures au moment du doppler, qui va vous permettre, qui sont des éléments prédictifs d'une complication de la vascularisation placentaire. La deuxième complication, la deuxième mode d'entrée dans ce syndrome, c'est cette urgence médicale qui est le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. Alors, ce syndrome catastrophique, il a été individualisé donc par Ronald, je me rappelle plus du nom, par Ronald Acherson. D'ailleurs, certains l'appellent syndrome d'Acherson. Il se manifeste donc principalement par des manifestations cliniques majeures graves, où il y a thrombose majeure et multiple de tous les organes de l'organisme, avec des thromboses au niveau cérébral, au niveau digestif, cutané, rénal, avec des hémorragies alvéolaires, et qui se compliquent par des thrombopénies, des syndromes hémolytiques, et avec des signes de CIVD et de syndrome hémolytique et urémique dans la plupart du temps. Il faut savoir que le syndrome CAPS peut être inaugural du syndrome des antiphospholipides, c'est-à-dire c'est l'entrée dans la maladie par cette complication majeure dans près de 45% des cas.
Alors, comment définir ce syndrome? Quels sont les critères de ce syndrome? C'est l'atteinte d'au moins 3 organes. 3 organes qui vont être touchés, regardez, simultanément ou en moins d'une semaine, avec une confirmation anatomopathologique et une confirmation biologique. Et lorsque les 4 éléments sont présents, nous sommes devant un CAPS certain. Sinon, c'est un CAPS probable avec 3 critères qui soient anatomopathologiques, biologiques ou cliniques. Le problème de ce syndrome des anticorps, de syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides, c'est que quand on connaît le patient atteint d'un syndrome des antiphospholipides, il est très important d'assurer une éducation thérapeutique du patient parce que c'est l'entrée, c'est les facteurs déclenchants, c'est l'infection, c'est la chirurgie, c'est le sevrage et l'insuffisance des antivitamines K, qui sont principalement les éléments qui vont favoriser le passage et l'apparition de ce syndrome catastrophique, d'où l'intérêt donc d'une très bonne éducation des patients, car malheureusement le pronostic, la mortalité est estimée à près de 30%. Un malade sur 3 va décéder une fois que le syndrome catastrophique est installé. La troisième partie, c'est les manifestations non thrombotiques. Là aussi, c'est principalement les manifestations hématologiques et la thrombopénie en chef de file. Alors, beaucoup de patients traînent de services de Monsieur Khdari, il est à côté, des hématos, des services de médecine interne, chez les généralistes, et on est devant les thrombopénies, on ne trouve pas d'étiologie, et on parle de thrombopénie idiopathique. Et très souvent, malheureusement, ça peut être l'entrée silencieuse vers ce syndrome des anticorps antiphospholipides. Nous avons également d'autres manifestations, et en chef de file, les manifestations cutanées. Et le docteur Terra vous a présenté quelques images de l'Ivedo. Le Livedo est une des manifestations non thrombotiques qui est fréquemment associée au cours du syndrome des anticorps antiphospholipides. Ces manifestations dermatologiques, elles sont fréquentes, elles sont variées, elles ne sont pas pathognomoniques, c'est-à-dire ce n'est pas parce que j'ai un Livedo que j'ai forcément un syndrome des antiphospholipides, parce qu'il y a d'autres étiologies au Livedo, mais lorsqu'elles sont là, elles sont fortement évocatrices. Alors voici un listing de certaines manifestations cutanées, comme Livedo, ulcération, quelques lésions cutanées pseudovasculitique. J'ai quelques images également, voilà quelques Livedo, donc un Livedo ramifié qu'on peut rencontrer au cours du SAPL, du syndrome des antiphospholipides. Ici, nous avons une petite cicatrice dite d'atrophie blanche ou de livédoïde vasculitis. C'est également des manifestations qu'on peut rencontrer au cours du SAPL. Cette lésion de nécrose, ces hémorragies enflammées et une entité un peu particulière qu'on appelle l'anétodermie, qui est une perte de tissu élastique qui est non centrée par un follicule pileux. Donc, ce sont des manifestations cutanées, dermatologiques, qui sont évocatrices et non pathognomoniques du syndrome des anticorps antiphospholipides. La question qu'on va se poser, est-ce qu'à chaque fois qu'on a un APL sur le plan biologique, c'est un syndrome des antiphospholipides? Eh bien non, il faut savoir que le critère majeur qu'il faut retenir, c'est la pérennité, la persistance de ces anticorps chez le patient. Sinon, il peut être présent au cours de certaines manifestations. Voilà, ils peuvent être présents au cours de certaines manifestations. Les malignes, les infections chroniques, les maladies infectieuses, telles que les infections chroniques et les maladies infectieuses graves et les maladies virales, et aussi au cours de certaines maladies malignes. C'est pour ça qu'il faut impérativement rechercher la pérennité de ces anticorps avant de penser réellement au syndrome des anticorps antiphospholipides. Alors en pratique, que faire? Est-ce qu'on va demander ce bilan chez tous les patients qui ont présenté tous les symptômes que nous avons rapportés aujourd'hui? Il faut savoir qu'il existe des situations pour lesquelles ce bilan va s'imposer. C'est lorsqu'il y a une thrombose artérielle ou veineuse chez les sujets jeunes. Alors, quand on parle de thrombose artérielle, par exemple, un infarctus du myocarde chez le sujet jeune, il n'y a pas de raison, s'il n'a pas de pathologie athéromateuse sous-jacente, de facteur de risque vasculaire, il a 20 ans, il a 30 ans, il faut penser au syndrome des antiphospholipides. Et il faut rechercher ça également devant les thromboses qu'on dit de siège inhabituel. Il faut rechercher chez les patients qui ont fait les complications obstétricales que nous avons rapportées.
et certaines manifestations telles que le livédo, l'endocardite non bactérienne. On a tendance à considérer toutes les endocardites comme infectieuses, bactériennes, infectieuses, et lorsque nous ne trouvons pas, lorsque les hémocultures sont négatives, etc., on a tendance à dire nous avons décapité, nous avons donné une antibiothérapie, c'est pour ça que nos hémocultures sont négatives. Mais il faut savoir qu'il existe de véritables endocardites authentiques qui sont non bactériennes, qui sont en rapport avec une destruction valvulaire, un épaississement et une destruction valvulaire liées à ce qu'on appelle endocardite de Liebman-Sachs qu'on rencontre au cours du syndrome des anticorps antiphospholipides. Il faut savoir un allongement inexpliqué du temps de céphaline activée lorsque vous demandez un bilan préopératoire pour n'importe quelle pathologie et vous avez un TCA qui est spontanément allongé, ça doit vous tiquer et vous faire demander un bilan des antiphospholipides. Et j'ai laissé en dernier le lupus érythémateux systémique. Alors il faut savoir que c'est un syndrome qui est fréquemment associé au lupus, pas toujours, mais fréquemment associé au lupus. Et devant toute patiente présentant une maladie lupique, ce serait une erreur de ne pas demander le bilan qui recherche les anticorps antiphospholipides. Alors, 3 tests vont être faits. Un test hématologique d'hémostase, un test d'hémostase, c'est la recherche d'anticoagulants circulants de type lupique, et 2 tests immunologiques, la recherche des anticorps anticardiolépine et anti-bêta-2-GP1 par la technique ELISA. Et là, on va définir 2 types de patients. Des patients à haut risque, ou un risque élevé, et des patients à faible risque. Alors, les patients à risque élevé, ce sont les patients qui présentent un anticoagulant circulant positif. Et lorsqu'il y a une association de plusieurs anticorps antiphospholipides, très souvent c'est la triple positivité. Et lorsque nous avons des anticorps associés à la maladie lupique, ce sont des patients qui sont à risque élevé. Lorsque nous avons des titres intermittents, isolés, avec des taux faibles ou moyens, nous sommes devant des patients à faible risque. Alors, quel est le traitement? Le traitement, il est évidemment curatif et préventif. Et le traitement du syndrome des antiphospholipides n'est pas codifié à 100%. Il faut savoir qu'il y a un risque de récidive élevé en l'absence du traitement, que l'anticoagulation doit être prolongée chez le patient. Alors on dit prolongée, mais il faut savoir que très souvent c'est à vie et on a tendance à ne pas dire toute la vérité au début au patient en lui disant que c'est un traitement au long cours. Et voilà, avec un risque hémorragique très élevé, parce que nous devons obtenir des INR très hautes, donc avec le risque toujours, donc il faut toujours mesurer ce risque, bénéfice-risque par rapport aux complications hémorragiques. Les recommandations, alors, principalement, il faut savoir que on a des recommandations générales pour tous les patients qui présentent des anticorps antiphospholipides. C'est-à-dire, au-delà de son traitement proprement dit, il faut traiter tous les facteurs de risque cardiovasculaire associés chez ces patients, quel que soit le profil de ces anticorps. Lutter donc contre, faites attention à la contraception œstroprogestative, le tabagisme et également chez les femmes qui ont des syndromes des antiphospholipides qui arrivent à l'âge de la ménopause, le traitement substitutif est fortement déconseillé. Et chez tous ces patients, une thromboprophylaxie par une héparine de bas poids moléculaire doit être proposée devant des situations à risque que nous connaissons tous, l'immobilisation prolongée, la chirurgie ou le postpartum. Et puis, nous avons 2 situations. La situation où on est en prévention primaire, c'est-à-dire que le malade n'a pas encore fait de thrombose. Ce sont des patients qui, pour la première puce, donc c'est les patients qui présentent un lupus érythémateux systémique avec les anticorps antiphospholipides. Ces patients doivent bénéficier d'une thromboprophylaxie par de l'hydroxychloroquine et de l'aspirine à dose antiagrégante. Lorsque nous sommes chez des patients qui n'ont pas de lupus, mais qui ont des anticorps antiphospholipides et qui n'ont pas encore fait de thrombose, c'est une thromboprophylaxie par aspirine à dose antiagrégante. La deuxième situation, c'est lorsque le patient
a fait une thrombose, donc il a un syndrome des antiphospholipides avec un événement thrombotique. Donc là, c'est des patients en fonction du siège de la thrombose. Si c'est une thrombose veineuse, bien sûr, c'est au départ comme d'habitude, donc l'HBP1, puis relayé par un antivitamine K. Évidemment, antivitamine K, on reste dans notre société, c'est ce qui est le plus facile à utiliser, le moins cher, etc. Il faut savoir que actuellement, avec les nouveaux anticoagulants, ils peuvent être également proposés, mais restons avec nos AVK qui sont plus faciles, enfin, disons, moins coûteux. Voilà, avec un objectif entre 2 et R. Et chez les patients qui font une thrombose plutôt artérielle, nous devons avoir une INR supérieure à 3. Et très souvent, dans notre pratique, c'est du 3,5 voire 4, avec le risque, malheureusement, du risque hémorragique. Donc, il faut toujours estimer le risque hémorragique chez ces patients. Quelle est la durée du traitement? On l'a dit, c'est un traitement qui doit être donné au long cours. C'est vrai que certains auteurs proposent, lorsqu'il n'y a pas assez de facteurs de risque, lorsque nous sommes devant une situation d'un patient à risque faible, lorsque la situation est une thrombose veineuse et lorsque souvent on essaie d'expliquer cette thrombose veineuse par une situation de la vie de tous les jours. L'anticoagulation, je mets pourrais en rouge et au conditionnel pour dire que on pourrait effectivement arrêter ce traitement, mais le risque de l'arrêt de ce traitement, c'est l'entrée vers le syndrome catastrophique des antiphospholipides et dont le pronostic est très péjoratif. Alors, deux cas particuliers, donc c'est le cas du CAPS justement, où le traitement ici va nécessiter bien sûr l'association d'une très bonne anticoagulation associée à une corticothérapie. Malheureusement, comme j'ai dit que le pronostic était très péjoratif, très souvent il faut associer des échanges plasmatiques, voire des perfusions d'immunoglobulines. Il faut savoir que pour les patients qui s'en sortent, le risque de récidive à distance est majeur. Un point tout particulier pour la femme enceinte où là aussi nous avons trois situations. Nous avons la situation où on a une biologie antiphospholipide positive, bien sûr en ayant éliminé toutes les autres raisons, et il n'y a pas d'antécédents obstétricaux, il n'y a pas encore de thrombose. Une prise en charge à base d'aspirine seule est suffisante et en postpartum, on donne de l'HBPM à dose préventive de 4 à 6 semaines en moyenne. Lorsque la biologie est positive et qu'il y a un antécédent obstétrical et il n'y a pas de thrombose, là on donne une aspirine associée à une HBPM à dose préventive et on maintient ça en postpartum. La troisième situation, c'est lorsqu'on a une biologie APL positive avec un antécédent de thrombose. Là, on traite avec une aspirine et une HBPM durant toute la grossesse à dose curative et on complète en postpartum avec donc l'HBPM pendant en général 4 semaines, puis on relaie par les AVK et ce au long cours. En conclusion, le syndrome des anticorps antiphospholipides est donc avec toutes les manifestations et tous les critères que nous avons cités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux critères, de nouveaux anticorps qui ont été démarqués avec des marqueurs biologiques comme les anticorps antiphosphatidyl, cérésine et antiprothrombine qui ont permis d'établir des scores clinico-biologiques et ce afin de permettre et de cibler les patients à risque et de donner le traitement adapté. Ces scores, c'est juste pour votre connaissance, comme ça on le sait tous. Il y a de nombreux scores qui ont été établis, parmi les scores, le score GAPS, où on dose, on pondère en fait, on dit on pondère, on donne des points à tous ces anticorps lorsqu'ils sont présents, associés à d'autres facteurs de risque et lorsque on a un score au-delà de 16, c'est un grand marqueur prédictif d'événements thrombotiques. Donc, le syndrome des anticorps antiphospholipides reste une entité qui est connue et reconnue actuellement. Et encore une fois, le départ, c'est par le médecin généraliste. Il doit penser à cette entité parce que de femmes ont fait des ABRT multiples. Et j'aime finir par l'exemple que cite toujours Monsieur Boily, où ça a été sa première malade de syndrome des antiphospholipides, qui est arrivé à un score ou un record, ou comment on dit, un record, c'est ça, de 11 ABRT avant que le diagnostic ne soit posé. Et imaginez tout le retentissement psychologique chez cette femme. Je vous remercie.